cour de justice de Mons, le lieu où se tiennent tous les procès d'assises en province de Hainaut. Les cours d'assises, 11 tribunaux non permanents aussi vieux que la Belgique, constitués dans chaque province au cas par cas pour y juger les crimes les plus graves. Principale caractéristique, leur jury dit populaire, à savoir des juges non professionnels tirés au sort. Numéro 2, je m'ai activé, ok. Numéro 12, c'est ça? Oui, ici. 12, ok. 150 citoyens ordinaires, dont certains ici auront bientôt une lourde responsabilité, celle de juger une mère accusée d'avoir assassiné son enfant. Première étape, l'identification des candidats. Nous allons les enregistrer, ça c'est le rôle du huissier. On leur explique déjà un tout petit peu de quoi ils retournent, parce que les personnes sont un peu stressées quand elles viennent. Après, on va les installer dans la salle. Et le président va tirer 12 jurés effectifs et un nombre de suppléants qui auront été déterminés par l'avocat général. L'avocat général qui, à l'étage, se prépare à entrer en scène. Aussi appelé accusation ou procureur général, il doit convaincre le jury de la culpabilité de l'accusé, un jury dont il prendra part à la formation, paré de sa typique toge rouge. C'est une étape fondamentale, évidemment, puisque c'est ce jury qui va assister pendant la semaine prochaine à l'ensemble donc de l'affaire et qui, au final, devra prendre la décision qui concerne la culpabilité de l'accusé. Et si effectivement cette décision est positive, devra ensuite prononcer avec la Cour une peine de réclusion. Dossier sous le bras, direction la cour d'assises au rez-de-chaussée, où les citoyens convoqués ont déjà pris place. Face à eux, l'accusé et les avocats des différentes parties. Arrive ensuite l'autre personnage central du procès. Le président de la cour et ses 2 juges assesseurs. Vous êtes ici convoqués, et je vous remercie d'être présents, pour la constitution d'un jury. Alors, un jury, ce sont des citoyens qui sont tirés au sort et qui vont être amenés à juger. Ce sera à vous de trancher, et pas à des magistrats professionnels. Vous qui êtes là, libres, et qui allez réfléchir comme vous le voulez. Rendre la justice via un jury populaire, un concept loin de faire l'unanimité. Modèle de démocratie et de clarté pour les uns. Ils ont compris tout ce qui s'est dit, donc on rend la justice abordable et compréhensible. Juridiction dépassée pour les autres. On réduit l'acte de juger à une simple question de bon sens. Jamais la cour d'assises et ses jurés n'ont autant divisé. Il faut, pour seule capacité, savoir lire. Autre point sensible, les délibérations en présence des magistrats, Dès l'instant où 8 jurés sont d'accord, c'est fini. dont certaines ont déjà défrayé la chronique. Certains jurés se sont plaints qu'ils avaient la main un peu dirigée par les magistrats professionnels. Dans ce climat de désaccord, comment se tient une cour d'assises en 2024 et comment justifier toutes les tentatives de modernisation avortées? Je crois que ce n'est pas porteur politiquement. Entre partisans et adversaires de ce tribunal, qui détient les meilleurs arguments? La cour d'assises a-t-elle une vraie utilité? C'est capital. Capital. Réponse dans ce document inédit, au cœur de la juridiction la plus fascinante et la plus contestée de Belgique. Rituel immuable en début de procès, l'appel des citoyens convoqués. Catherine présente. Christine motif légitime d'excuse. Adolphe présent. Vient ensuite la vérification des incompatibilités dites légales, comme avoir été condamné à une peine de prison. Vérification faite, le tirage au sort peut commencer, à un détail près. Les parties vont pouvoir récuser certains d'entre vous. Ça veut dire quoi récuser? Là, à l'appel de votre nom, vous prenez vos affaires, vous allez venir devant nous. Et
la défense et l'accusation, pas les victimes, vont pouvoir dire « je récuse ». Ne le prenez pas mal. Ça ne repose sur rien. On n'a pas à justifier les causes de récusation. C'est un droit qui est reconnu à la défense et c'est un droit qui est reconnu à l'accusation. Parmi les citoyens toujours présents, l'avocat général pourrait en récuser 8 au maximum, tout comme la défense de l'accusé. Madame le greffier, on procède. Il y a des têtes que j'ai déjà vues. Alors, numéro 14. Muriel. D'accord, Monsieur le Président. Allez vous asseoir, vous êtes la première jurée. Alors, numéro 72, Madame Charlotte. Récusé. Vous êtes récusée par le ministère public, Madame. Au total, 12 jurés effectifs sont désignés, dont un tiers au minimum du même sexe, c'est la règle. Pour pallier d'éventuelles défaillances, 4 jurés suppléants sont également tirés au sort, un nombre qui peut varier en fonction des procès. Un contexte qui influence aussi les critères de récusation des différentes parties, un sujet sensible pour certains. Alors, vous me permettrez de conserver, entre guillemets, ces critères pour moi et de ne pas en faire part par respect pour les personnes qui ont été récusées, puisque le principe, justement, c'est de ne pas expliquer les raisons des récusations. Ça se fait en fonction d'un ensemble de critères qui varient aussi en fonction des affaires qui sont présentées. Vous êtes récusée par la défense, Madame. Des critères de récusation que les avocats de la défense n'ont pas souhaité aborder non plus. Le président, lui, n'a pas la même réserve, car il n'intervient jamais dans ce processus de sélection. Bien sûr que chacun va vouloir défendre sa chapelle. Et bien sûr que l'accusation va se dire, tiens, moi je crois que cette personne est plus encline à écouter ce que je vais dire, pas déclarer coupable, mais écouter ce que je vais dire et peut-être plus encline à percevoir ce que je vais pouvoir dire. Et la défense, même chose, se dit, tiens, cette personne est plus encline à pouvoir capter ce que je vais dire compte tenu de son statut, compte tenu de son sexe, compte tenu de sa profession. Monsieur D'accord, Monsieur le Président. Parfait, vous êtes le 12e. Dans ce casting express, l'accusation et la défense disposent de très peu d'éléments pour trancher, comme la profession, le domicile ou d'éventuels antécédents judiciaires. Par ailleurs, aucune justification n'est fournie aux candidats récusés, parfois contrariés en quittant le tribunal. Déçu? Un petit peu, ouais. J'avais un doute à la base déjà. Le fait que je sois une femme aussi, une maman, en plus assistante sociale, donc je me suis dit, à mon avis, je vais être récusée. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à vivre en fait. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Une réaction que comprend Adrien Masset, avocat pénaliste depuis 40 ans, grand partisan d'une réforme de la cour d'assises. Ce ténor du barreau est très critique sur son fonctionnement, à commencer par la formation du jury. Mais c'est terriblement vexatoire. Il y a des jurés qui ont été récusés, qui restent dans le fond de la salle et puis qui apostrophent à la fin de l'audience le conseil ou l'avocat général qui a récusé pour demander des comptes parce qu'ils ne comprennent pas. Rassurez-vous, il y a rien de négatif, mais on ne vous dit pas pourquoi. Hein. C'est précisément ça qui est très négatif. Récusé. Vous êtes récusé par l'accusation. On dit toujours qu'on ne choisit pas son juge. Ici, on le choisit en quelque sorte, mais on le choisit les yeux fermés, parce qu'on ne connaît rien de lui. C'est un système un peu bizarre. Pour d'autres, ces critiques relèvent du détail par rapport au déroulement des cours d'assises. Jury populaire oblige, les débats sont qualifiés de clairs et d'accessibles. Résultat, nous dit-on, un procès à la portée de tous. L'accusé le comprend. Est-ce que vous croyez qu'en correctionnel, un accusé comprend tout ce qu'on lui dit? Entre avocat, juge, attendu que, etc., et qu'on lit une motivation? Moi, le jury permet de faire en sorte que tant les parties civiles que l'accusé comprennent ce qui se dit. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un devoir citoyen, un devoir d'investissement. Je dis toujours dans une motivation de cour d'assises, on ne va pas faire du Proust. Hein.
Vous êtes coupable parce que tac, 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 tac. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Vous êtes innocent parce que tac, 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 tac. Vous avez compris? Oui. Voilà. Et ils ont compris tout ce qui s'est dit. Donc on rend la justice abordable et compréhensible. Pour les citoyens finalement sélectionnés, le moment est venu de prendre place dans le box des jurés. Il vous sera donc demandé, et on vous l'expliquera lundi, si un fait est établi. Rien de plus. Est-ce qu'il s'est bien passé ça tel jour à tel moment? Oui, non. S'il n'y a pas la preuve que ça s'est passé, c'est terminé. Ensuite, on vous demandera si ce fait est une infraction de dire alors qui l'a commis. Si on ne sait pas rapporter la preuve de qui l'a commis, on ne va pas plus loin non plus. C'est que devant ces juges non professionnels, certains rappels s'imposent, à commencer par celui fondamental et trop souvent oublié, de la présomption d'innocence. C'est capital. Capital. Ce n'est pas parce que cette personne comparaît, entre guillemets, accusée, qu'elle doit être considérée comme coupable. Loin de là. Elle doit être présumée innocente jusqu'à la fin des débats. Et puis vous délibérerez, et puis vous rendrez un verdict. Mais le fait qu'elle soit là ne peut en rien lui être préjudiciable. Juger, c'est pas infliger une peine. Juger, c'est trancher un litige. C'est-à-dire ici, un litige entre l'accusation, le procureur général, et la défense. On va dire une vérité judiciaire qui s'impose à tout le monde. Alors ce n'est peut-être pas la vraie vérité, parce qu'on n'était pas là. Mais le but de la justice, c'est d'assurer une paix sociale. Et à travers cette paix sociale, on va l'assurer en disant, tiens, ce fait est établi ou n'est pas établi. Si ce fait est établi, j'ai la preuve que c'est cette personne. Et ensuite, si c'est cette personne, on inflige une sanction. Donc juger n'est absolument pas sanctionner. Avez-vous des observations formulées? Non? Donc lundi, vous venez, les débats commencent à 9h, il faut être là à l'heure. D'accord? Voilà, l'audience est levée. Lundi 9h précise, tout le monde prend place pour l'entame des débats. Asseyez-vous, je vous en prie, l'audience est ouverte. L'occasion d'un dernier briefing au jury populaire. Prenez des notes. Écoutez. Remettez-vous en cause. Remettez en cause vos idées, vos perceptions que vous avez pu avoir. La justice, elle est rendue, avant toute chose, par le citoyen, sur base de son bon sens. Un bon sens sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Pour l'heure, les choses sérieuses commencent, avec, comme à chaque début de procès, la lecture de l'acte d'accusation par le procureur général. Le procureur général, près la cour d'appel de Mons, expose que la cour, par un arrêt du 4 avril 2023, a renvoyé devant la cour d'assises de la province de Hainaut, la nommée accusée du crime prévu par les articles 392, 393 et 394 du Code pénal. Autrement dit, l'accusé aurait intentionnellement ôté la vie de son enfant. Les premières constatations de l'autopsie n'ont pas permis de préciser la cause du décès. Pendant 2 longues heures, le procureur général reviendra sur toutes les circonstances de la tragédie, une obligation légale. L'acte d'accusation est un incontournable de la procédure et il va impliquer un exposé le plus objectif et impartial possible du déroulement des faits et ensuite les éléments de personnalité propres à l'auteur et propres à l'auteur accusé et propres à la victime, donc afin de donner finalement une image la plus complète possible de ce que le dossier contient. En conséquence, est accusé d'avoir commis un assassinat étant l'homicide volontaire avec intention de donner la mort avec préméditation, avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur par ses pères, mères ou autres ascendants ou collatéraux jusqu'au 4e degré. Sur quoi la cour d'assises de la province de Hainaut aura à statuer. J'ai dit, Monsieur le Président. Autre rituel de cour d'assises, la parole donnée à la défense après chaque intervention de l'accusation ou d'un témoin. Une défense assurée ici par Maître Meurice et Premont. Ce qui va se dire ici
n'est peut-être pas la même chose que ce qui s'est dit dans les cartographies. Je vous demande d'écouter ce que Madame a à dire à ses juges, c'est-à-dire à vous, ici et maintenant. Parce que oui, Monsieur le Président, Madame a vraiment des choses très importantes à dire à ses juges. Des juges citoyens qui, rappelons-le, n'ont jamais eu accès aux pièces du dossier, d'où le besoin de tout réexpliquer à haute voix le temps du procès, la fameuse oralité des débats. On va rendre un dossier qui a été établi sur une base papier, on va le rendre accessible aux citoyens. Comment le rendre accessible? Pas en le donnant aux citoyens, ils n'y comprendraient rien. C'est comme un mode d'emploi d'une machine compliquée, on n'y comprend rien. Eh bien ici, on va rendre accessible ce que l'on a, l'enquête qui a été réalisée, ce que l'on a réalisé, le pourquoi du comment et le pourquoi des différents acteurs judiciaires ont agi dans tel sens ou dans tel sens. Première étape, l'interrogatoire de l'accusé par le président. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité, une circonstance qui fait, je ne sais pas, par l'énervement? Je sais pas. J'ai pas voulu faire de mal au petit. J'ai appuyé sur lui, mais sans m'en rendre compte. Vous avez appuyé sur lui sans vous en rendre compte? Je sais pas, je voulais pas lui faire de mal, pas du tout. Et puis quand j'ai vu petit devenir un peu bleu, j'ai paniqué tout de suite. J'ai déposé ma main, mais je sentais pas que j'appuyais. Je sentais pas. Je voulais pas faire de mal à mon fils. De quoi est mort? J'ai appuyé sur lui, mais j'ai pas voulu le faire mourir. Je voulais mon fils avec moi. J'en souffre. Ça fait 4 ans que je fais que ça, j'en souffre. Mais nous l'entendons, madame. Nous l'entendons. Dans le tribunal, le moment est suspendu. Pour la première fois après 4 ans d'enquête, l'accusé reconnaît avoir tué son enfant. Le procès vient à peine de débuter, mais pas question de l'arrêter pour autant. Vous avez l'accusé qui reconnaît les faits, on pourrait imaginer que l'affaire est pliée. Pourquoi avoir, je dirais, maintenu la cour d'assises dans son déroulement originel? C'est une très très bonne question, parce que l'aveu n'est pas une preuve en soi dans notre droit. Donc, je dois étayer ces aveux, si je veux rapporter une preuve, par différents éléments qui me montrent que les aveux, en cas d'aveu, sont crédibles, sont étayés et entraînent la culpabilité dans la chef de la personne qui fait les aveux. Donc, c'est pas parce qu'il y a des aveux que le procès est plié. Même constat pour les avocats des parties civiles, ici au premier rang. Pour eux, malgré les aveux de l'accusé, pas question de crier victoire. Ces déclarations sont même associées à une stratégie de défense, fréquente en cour d'assises. Sortir comme ça une déclaration du chapeau magique sans en avoir parlé à ses avocats auparavant, ce serait un peu, à mon avis, hasardeux et même dangereux. Elle a dit « je l'ai étouffé, mais par contre je n'ai pas voulu sa mort ». Et là, évidemment, en tant que professionnel, ça vous amène à devoir réfléchir à la manière dont la défense va être présentée. Et là, on devra discuter à ce moment-là de la question des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est que les peines prévues pour assassinat et homicide involontaire diffèrent fortement. Même en cas d'aveu, les débats annoncés conservent donc tout leur intérêt, à commencer par l'audition de la juge d'instruction et des enquêteurs. Leur mission, résumer 4 ans d'enquête en quelques heures. Dans une de ses déclarations en tout cas, parce que ça a été fort changeant, elle dira qu'elle a été chercher elle-même le plateau dans le couloir avec son enfant en bras. Je peux dire que nous-mêmes on a essayé, prendre un plateau dans une cage, c'est très compliqué. Téléphonie, vidéosurveillance ou encore audition des suspects, tout est résumé et contextualisé pour le jury populaire. Viennent ensuite les médecins légistes chargés d'expliquer les circonstances du décès, des médecins soucieux de rester particulièrement compréhensibles. Devenir bleu, c'est ce qu'on appelle en jargon médical une cyanose. Oui. La cyanose traduit le manque d'oxygène au niveau des cellules.
Donc nous sommes tous roses et nous avons les lèvres roses parce qu'il y a de l'oxygène sur nos globules rouges. Quand on manque d'oxygène pour quelque raison que ce soit et que c'est suffisamment important, on devient bleu parce que nos globules rouges ne sont plus remplis d'oxygène. C'est presque spontané maintenant d'expliquer les choses simplement. On utilise quand même les termes scientifiques, mais après les avoir utilisés, on explique vulgairement, simplement ce que c'est pour que ce soit compréhensible par les membres du jury, par le président, par les avocats. L'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on a constaté et ce qui ressort de nos rapports écrits. Après, vu l'oralité des débats, il y a parfois des questions qui surviennent auxquelles nous, on n'avait pas pensé initialement. Et donc, ça peut amener parfois un doute. Parfois, ça nous permet d'apporter des précisions pour refermer d'autres portes. Ces questions directes, une autre caractéristique des procès en assises. Est-ce que vous excluez la réanimation comme cause de la mort? Absolument, oui. La réanimation, elle vient après cet incident très sévère et donc elle n'est pas, il n'y a aucun lien entre la réanimation et les causes du décès. Avocat, président et bien évidemment jury populaire, tout le monde peut s'adresser aux différents témoins ou experts convoqués. Alors, le jury. Oui, alors, si j'ai bien compris ce concept d'asphyxie mécanique, est-ce que selon vous, il est possible que le simple fait que la couverture ait été mal mise sur l'enfant ait pu provoquer un tel taux d'acide lactique comme il a été analysé? Professeur Schmitt? Oui, non, une couverture classique pour un lit d'enfant posé sans appui associé sur la bouche et le nez ne va pas entraîner d'asphyxie mécanique si elle est juste posée comme ça sur la bouche, non. Entre scientifiques, enquêteurs, médecins et autres témoins, le panel convoqué aux cours d'assises est très large et souvent impossible à concentrer en un seul jour. Dans cette phase du procès, aussi appelée instruction de l'audience, certains témoignages sont particulièrement attendus, comme ceux des proches de l'accusé. Je rappelle que les témoins qui témoignent sur les faits, exclusivement sur les faits, et donc si des témoins débordent, ils seront recadrés. À ce sujet, j'appelle Madame s'il vous plaît. Premier témoin appelé, la mère de l'accusé, qui doit avant toute chose se plier au rituel du serment. Je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous en prie, asseyez-vous, madame. Des témoignages souvent intenses en raison des liens étroits entre les protagonistes. Celui-ci ne dérogera pas à la règle. Est-ce que vous pensez que votre fille aurait pu faire du mal à... Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Que dirait madame si on lui expliquait qu'elle reconnaît avoir appuyé à plusieurs reprises sur le corps de son fils? Voilà. Qu'est-ce que madame peut nous dire de tout cela? Je l'ai entendu à la télé, mais j'y crois pas. Il est hors de question que j'accepte ça. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Elle est incapable d'avoir fait du mal à mon petit-fils. Incapable. Je dois embrayer sur ce question qui a été posée par monsieur l'avocat général. Madame nous dit que son petit-fils était en excellente santé, qu'il était plein de vie, qu'il n'y avait pas de soucis. C'est ce qui nous a d'ailleurs été confirmé par les médecins. Cet enfant n'avait aucun problème de santé. Votre fille, hier, a avoué avoir étouffé votre petit-fils. On vous le dit. Et vous ne voulez pas y croire. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ma fille n'a rien fait du tout. C'est tout. Je sais très bien que ma fille n'a rien fait. On a beau dire, raconter des blabla, je m'en fous. Je sais qu'elle n'a rien fait. Si c'était elle, elle serait plus ici maintenant. Je l'ai mis au monde, mais je la tue de mes mains. Ça, je vous le garantis. C'est peut-être moi qui serais à sa place, mais elle ne serait pas là. Si elle aurait bougé à mon petit-fils, elle ne serait pas là. Ces réactions, volontiers qualifiées de déni pur et dur, sont, nous dit-on, assez courantes en cour d'assises. Pour les magistrats chevronnés, ces comportements sont tout à fait compréhensibles. Quand vous êtes proche de quelqu'un
dans n'importe quel dossier, eh bien, imaginez qu'un de vos proches puisse éventuellement reconnaître quelque chose qui vous paraît terrible, humainement, je crois que si c'est un de mes proches qui avoue quelque chose d'horrible, je n'aurais pas tendance à le croire. Je crois que c'est une protection au niveau de l'affection. Et donc je comprends parfaitement. Pour les proches de l'accusé, l'émotion ne se limite souvent pas aux questions du président. Peu après son témoignage, à l'extérieur du tribunal, cette maman reste à fleur de peau. Comment on se sent quand on est une maman et qu'on rentre en voyant sa fille dans le box d'une cour d'assises? La haine. C'est la haine. C'est pas la honte, c'est la haine. Parce que je sais qu'elle n'a rien fait. Alors si elle est jugée coupable et qu'elle n'a rien fait, où est la justice? Où est la justice? Comment vous vivriez la condamnation de votre fille? Je la vivrai plus. C'est fini, je le sais. C'est comme ça que ça va se passer. Des propos graves, à l'image des débats qui se poursuivent. Je promets de dire toute la vérité et rien que la vérité. Car à l'intérieur de la salle, le compagnon de l'accusé a remplacé sa mère au banc des témoins, avec, comme souvent, une version très proche sur les faits. S'il y a eu un geste de sa part, je suis sûr et certain qu'il n'était pas vraiment voulu. Je n'aurais pas accepté que ma femme fasse un geste volontaire vis-à-vis de mon enfant. Dans la foulée, tous les témoins de la mort de l'enfant sont à leur tour interrogés. C'est le principe de la continuité des débats, un autre grand principe de la cour d'assises. Pendant toute la réanimation, j'étais interpellé par le comportement de la mère. Je n'avais jamais vu ça. Non, en fait, quand on a une réanimation et que les parents sont présents, l'attitude des parents, c'est toujours de se mettre sur le côté pour ne pas nous gêner. Et ici, elle était près de moi. C'est la première fois que je voyais ça. Des témoins qui, dans la plupart des cas, sortent marqués par cette expérience peu banale. Qu'est-ce que vous ressentez en arrivant? Du stress, de l'angoisse. On ne s'attend pas à arriver ici et d'être appelé en cour d'assises lorsqu'on fait le métier d'infirmière. On est très impressionnés. Et j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Pourquoi? Parce que je ne pensais jamais vivre ça de ma vie. C'est nous qui décidons presque en partie, de ce qui va être décidé pour une personne, quoi. Prison, pas prison, c'est une responsabilité. Ces témoignages parfois éprouvants ont-ils réellement une valeur ajoutée lors des procès? Les avis divergent. Pour les partisans des réformes, l'essentiel a déjà été dit lors des enquêtes, et beaucoup d'auditions publiques sont qualifiées d'inutiles. Bien sûr, aussi bien le président que l'accusation, que la partie civile, que la défense ont sous les yeux ce qui a été déclaré par cette personne durant l'instruction du dossier avant la cour d'assises. Et donc, quelqu'un qui va changer de version sera nécessairement suspecté de quelque chose, parce qu'on partira de l'idée que la vérité, il l'a dite lors de l'instruction de l'enquête. Pour d'autres, par contre, les déclarations antérieures ne figent absolument rien. La procédure orale conserve tout son intérêt. On ne leur demande pas de réciter la déclaration écrite. Et ça aussi, c'est l'avantage de la cour d'assises. Ça nous permet de voir ce qui a marqué le témoin à l'époque. Ce qui, justement, était et qui l'a interpellé. Et donc, c'est souvent un élément essentiel, plutôt que d'être noyé dans des considérations, des phrases, des auditions auxquelles on essaye de faire dire parfois n'importe quoi. Et la spontanéité de ce témoignage est extrêmement capitale en cour d'assises, dans un sens ou dans un autre. Ces débats entre partisans et adversaires des cours d'assises, ces avocats n'ont pas le temps d'y prendre part. Concentrés sur les intérêts de leurs clients, ils s'apprêtent à rentrer tour à tour dans l'arène. Reste une étape à accomplir, celle des questions à poser au jury. Monsieur l'huissier, voulez-vous bien distribuer au jury ainsi qu'aux différentes parties l'exemplaire des questions telles que modifiées? Question 1. Principal de culpabilité. Est-elle coupable d'avoir arrondissement judiciaire du Hainaut, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne d'Anne? Qu'est-ce qui est soumis au jury? Du fait et rien que du fait.
Rien de juridique. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que le 16 juillet, elle a prémédité les actes qu'elle aurait posés? Des questions qui varient donc fortement d'un procès à l'autre et qui orientent les thèses des différents avocats. Pour faire valoir leurs arguments, l'ordre de passage des avocats est immuable. Premier à s'exprimer, les conseils des parties civiles. Voilà, maître, vous avez la parole. Le moment est crucial. Pour la première fois depuis le début du procès, les avocats s'adressent directement au jury populaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Monsieur l'Avocat général, Mesdames et Messieurs les jurés. Quoi de pire que d'être confronté au pire dont l'être humain est capable? Tuer son propre enfant. Sa mère, censée être sa protectrice, la garante de son bien-être, elle est dans le box des accusés. Devant la cour d'assises, on parle des crimes les plus graves, avec des parties civiles qui sont fragiles, qui sont tristes, et un accusé dont la vie est entre les mains de l'avocat. Quand on pratique le droit pénal, les cours d'assises et ces procès où il y a des enjeux considérables, avec une pression qui est intense, fait partie des plus beaux moments d'une carrière d'avocat. Des plaidoiries fréquemment réalisées en tandem. Ce que l'on va essayer de vous dire du côté de la défense, c'est d'accord, elle a étouffé son enfant, mais elle n'a pas voulu sa mort. Il faut savoir qu'à un procès d'assises, on voit très rarement un avocat qui intervient seul, parce que ce sont des débats et des procès qui sont extrêmement lourds. Et donc, généralement, nous sommes à deux pour la défense, que ce soit du côté des parties civiles ou de la défense. Nous sommes deux avocats pour défendre nos clients. Alors, Mesdames et Messieurs les jurés, elle ose encore vous dire, droit dans les yeux, « Ah, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu lui faire de mal. C'est involontaire. Comment peut-on encore oser tenir de tels propos? On ne parle pas d'un étranger. On parle de son fils. » Durant près de 2 heures, ces avocats empileront méthodiquement les éléments à charge de l'accusé. Face à eux, un jury qui ne peut rien manifester comme émotion, 12 citoyens qu'ils ne quitteront pas des yeux. Je regarde un petit peu tout le monde en essayant aussi de ne pas avoir le regard trop fuyant, puisque l'objectif c'est d'avoir quelqu'un pour le jury qui est certain de ce qu'il dit et de ce qu'il avance. La conclusion, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est que vous ne pouvez avoir aucune confiance en ce qu'elle vous dit. Quand vous plaidez devant un jury, vous devez vous baser sur des principes qui parfois, pour des non-professionnels, échappent complètement à un jury populaire, mais essayez de le faire de manière didactique, de manière simple, pour essayer, bien entendu, d'atteindre leur compréhension en quelque sorte. Alors pour terminer, Mesdames et Messieurs les jurés, je vais vous citer Grégoire Lacroix. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. J'ai dit je vous remercie. Souvent comme ici, le climat est lourd à l'issue des premières plaidoiries, où tout a été exposé au jury de façon explicite et parfois crue. Après les parties civiles, place à l'avocat général, un autre moment déterminant en cour d'assises. Il m'appartient maintenant de prendre la parole après elle, et cette fois au nom de la société, après les parties civiles donc, mais avant l'accusé, qui aura la parole en dernier. Un réquisitoire, fruit de nombreux mois de travail et d'enquête.
C'est un travail de longue haleine. C'est un dossier qu'on suit généralement depuis le début, qui nous a été confié dès que les faits ont été commis. La règle générale, c'est qu'un dossier d'homicide prend entre 1 ou 2 années d'instruction. Parfois, on a des délais plus longs. Et ça suppose évidemment qu'on les connaisse après de manière importante. J'ai vraiment été interpellé par tant de froideur. Une telle attitude, sachant ce qu'elle a fait, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui n'avait pas d'intention homicide. C'est l'attitude de quelqu'un qui sait ce qu'elle a fait, qui a traité son fils, vous voyez, le lapsus, son fils comme un objet, comme un instrument, comme une chose. Et c'est ça tout l'enjeu de ce procès. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a autant de tensions et autant de malaise depuis 3 jours. Est-ce qu'on peut considérer dans ce type de procès que l'avocat général est l'allié objectif des parties civiles? Mais je crois que ce qui est surtout important, pour moi, c'est la cohérence dans les discours. À partir du moment où il y a chez les parties civiles et chez l'avocat général la volonté de retenir une qualification plutôt qu'une autre, et que cette qualification, elle est identique, il faut alors, pour faire passer le bon message, pour faire passer les bons arguments, rester cohérent. Alors ce sont des alliés objectifs parce qu'ils doivent l'un et l'autre prouver la culpabilité de l'accusé, mais parfois ça fait le jeu de la défense, parce que, et ça s'est vu lorsque l'accusation n'a pas la même thèse que la partie civile, la manière dont par exemple une victime a été assassinée. C'est du pain béni bien sûr pour la défense qui s'engouffre dans cette variation de version, de thèse, et là évidemment la pointe de l'acquittement n'est pas loin, bien sûr. Elle a menti pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Ces actes, ils ont non seulement été réfléchis, pesés, pensés et prémédités, mais surtout, ils ont été faits avec une intention homicide. Lors des réquisitoires, un ton souvent implacable, voire impitoyable, à la mesure de la gravité des faits reprochés. Ça peut prendre un côté impitoyable, mais alors, moi je ne suis pas avocat de la défense, je suis avocat de la société quelque part, et j'essaie de me mettre à la place aussi des gens qui entendent le fait qu'une mère a tué son enfant. Je crois que ça c'est impitoyable. Et sans vouloir être grandiloquent dans les jeux de mots, mais parce que c'est une réalité aussi, ce qu'elle a assassiné. C'est pas une chose, c'est pas un instrument, c'est pas un objet, c'est son fils. C'est l'innocence qu'elle a assassinée. Mais innocente, elle ne l'est pas. J'ai dit. Maître Meurice, vous avez la parole pour la défense de Madame Massy. Nous vous écoutons. J'ai l'habitude de dire qu'à la défense, après avoir entendu les parties civiles et le mitraillage de Monsieur le procureur général, on se sent bien seul. Mais par le serment que vous avez prêté celui de ne pas vous fier aux évidences, de ne pas vous fier aux apparences et de ne pas vous fier exclusivement aux évidences d'apparence. Pour l'accusé, c'est la dernière ligne droite. Toutes les forces seront jetées dans la bataille pour tenter de la disculper. Des avocats qui, ici aussi, fonctionnent en binôme. Je crois vraiment que cette mère n'a pas voulu tuer son enfant. Il se trouve que depuis 44 ans, je m'occupe de l'équipe SOS Enfants ULP à l'hôpital Saint-Pierre. L'expérience de ces 44 années de confrontation à la maltraitance infantile m'a appris une chose. Les parents maltraitants ne sont pas tous des sadiques qui n'aiment pas leur enfant. Pendant près de 2 heures, le discours est cette fois basé sur des circonstances qualifiées d'atténuantes pour l'accusé. En face,
Un jury toujours aussi attentif que silencieux. J'ai connu énormément de parents maltraitants qui aimaient leur enfant. Mal peut-être, mais qui l'aimaient. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rétrospectivement dire qu'au moment où elle a agi, elle voulait la mort. Partie civile, accusation, défense, tout le monde s'est exprimé sans être interrompu, un des principes de base de la cour d'assises. Une grande fierté aussi pour ses défenseurs, qui ne voient pas d'un bon œil les procès popularisés par les séries télévisées. Dans tout procès, quel qu'il soit, il n'y a pas d'objection votre honneur. Parce que ça, c'est le système à l'américaine où c'est celui qui crie le plus qui l'emporte. Ce qu'on a voulu ici dans notre société, c'est que chacun puisse s'exprimer l'un après l'autre dans la sérénité, que l'on puisse entendre les arguments de tout le monde. Mais dans le monde judiciaire, pas question de parler d'un système parfait pour autant. Là où certains encensent la liberté de parole, d'autres stigmatisent des comportements caricaturaux pour influencer le jury. Ben oui, c'est une manipulatrice. L'accusation va évidemment prononcer un réquisitoire qui va noircir au possible l'accusé, lui reconnaissant vraiment très peu de qualité, et la défense va évidemment édulcorer. Donc on tombe véritablement dans la caricature. Alors un magistrat professionnel devant un tribunal correctionnel, il connaît toutes ces ficelles, bien sûr. Le jury populaire, lui, est qualifié de plus influençable. Une affirmation que rien ne permet d'objectiver scientifiquement, même si certains, c'est vrai, le caressent volontiers dans le sens du poil. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été un jury, je trouve, extrêmement attentif tout au cours des débats. Et je vous remercie encore aujourd'hui et maintenant pour avoir été si attentif. Après les plaidoiries, place aux répliques. Une phase où chaque partie peut une dernière fois et de façon courte contredire l'un ou l'autre argument présenté au jury. Des répliques ponctuées par une prise de parole de l'accusé, la dernière avant les délibérations. Ça fait 4 ans que j'en souffre. Je m'en mords les doigts assez pour ce que j'ai fait. Je voulais pas sa mort. Je voulais que mon fils soit là avec moi. Ça fait 4 ans que je peux pas concevoir qu'il est parti. Il me manque. Vous voulez nous préciser autre chose? Non. Je vous en prie, asseyez. Les débats sont clos. Je vous demande de vous reposer pour demain. Demain est une lourde journée. Vous avez entendu beaucoup de choses. Gardez-les à l'esprit. Vous allez voir que notre esprit a une faculté de remettre les choses en état. Et nous irons donc au finish demain. C'est notre dernière journée donc. L'arrivée est classique, mais en ce dernier jour de procès, personne ne restera longtemps en place. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans les prochaines minutes, ce magistrat présidera les délibérations sur la culpabilité de l'accusé, en veillant notamment à ce que chaque juré réponde aux questions posées. Et vous ne devez trancher qu'en fonction de ce que vous avez entendu ici. Aucun des 3 juges professionnels ne prendra part au vote, sauf en cas de majorité étroite de 7 voix contre 5. Voilà, l'audience est suspendue et elle reprendra une fois le jury ayant délibéré. Je vous invite à rejoindre votre salle. Nous allons vous y rejoindre. Tous les portables sont collectés pour l'occasion. Impossible pour le jury de communiquer avec qui que ce soit. Même l'approvisionnement est assuré par les huissiers. Une façon radicale d'éviter toute influence extérieure. Bon, ce soir, ce sont les sandwichs pour la cour et les jurés, puisqu'ils sont en délibération. Les sacs seront passés à la porte. On va les remettre à un policier et on referme la porte et les jurés mangent. Impossible d'accéder à cette table. Impossible. Une réponse systématique malgré nos multiples demandes.
Alors pourquoi interdire de filmer le jury? Réponse de son président. Une caméra pourrait justement induire que quelqu'un ne pourrait pas s'exprimer, ce qui pourrait peut-être sauver un accusé. Donc le risque est beaucoup trop grand, et donc pour respecter l'indépendance du jury, c'est un niet catégorique. En plus, on est tenu à un secret professionnel. Une délibération secrète à la durée très variable. Nous en profitons pour interroger le public présent, un public qui, comme nous, patiente pour le verdict. C'est votre première cour d'assises? Non, c'est ma 4-5e. Ouais, oui. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de procès en cour d'assises? Le raisonnement intellectuel du président, du procureur général, cette tournure d'esprit que je trouve fantastique, tant dans le questionnement que dans les raisonnements qu'ils ont personnellement. À la seconde où je vous parle, des délibérations importantes sont en cours. Oui. À quoi vous attendez-vous, vous qui avez suivi votre premier procès en assises de bout en bout? Je m'attends malheureusement à de la culpabilité. Je dis malheureusement pour cette personne parce que ça ferme une porte à son avenir. Mais ce que moi j'ai ressenti, c'est plutôt qu'on allait aller vers un verdict de culpabilité. De tous les discours auxquels vous avez assisté, quel est celui qui vous a le plus impressionné? L'avocat général. Ah ouais. Qui pour moi est a été le plus efficace des 3 discours. Alors, quid du climat en salle de délibération? Les jurés ont-ils aussi été plus réceptifs à l'un ou l'autre intervenant? Le mystère restera complet. Seule certitude, la constance du message répété en boucle par le président sur leur indépendance. La tentation n'est pas grande en tant que magistrat professionnel, lorsque votre conviction est forgée en termes de culpabilité, d'orienter un peu les débats? Non. Soit quand je le ferai déjà à l'audience, soit quand j'irai près d'une partie, je ferai ceci. Ça va à l'encontre de mon serment, à quoi ça sert? Le but est d'avoir une vérité judiciaire et croire en la justice citoyenne. Donc, imaginons que l'accusation ait très mal fait son travail et qu'elle ne remporte pas un succès. Et que moi je me sois dit, oh là, c'est quand même lui qui est coupable. Je ne vais pas aller torpiller les débats pour faire en sorte que cette personne soit déclarée coupable. Ça va à l'encontre de tous mes principes. Donc non, certainement pas. Il n'y a pas de tentation là-dedans. 4 heures plus tard, la délibération se clôture. Lors du retour des jurés, une tension clairement inhabituelle, c'est que dans les prochaines secondes, sera dite la vérité judiciaire. Cour d'assises de la province de Hainaut, arrêt de motivation sur la culpabilité. À la question numéro 1, principale de culpabilité, oui. À la question numéro 2, accessoire de la question 1, relative à la circonstance aggravante, oui. L'accusé vient d'être reconnu coupable d'assassinat. Madame, branchez votre micro. Avez-vous compris? La motivation est ce qui est établi. Assassinat, ainsi que les coups et blessures portés sur votre enfant avec la circonstance aggravante de filiation, minorité, ainsi que le fait qu'il soit établi une incapacité. Vous avez compris, Madame le greffier? Voulez-vous bien dire, acter que le président a interrogé l'accusée quant à savoir si elle avait bien compris tant l'arrêt que sa motivation? Reste à présent à déterminer une peine, la dernière étape des procès en cour d'assises, où cette fois l'accusation entame les débats. Je requiers, à l'encontre de l'accusé, une peine de 28 ans de réclusion criminelle, et je vous demande, en tout état de cause, de ne pas descendre en dessous des 21 ans. J'ai dit. Comment établit-on ces peines? Alors, justement, les chiffres, d'abord, ils nous sont donnés par le Code pénal. Je rappelle qu'il s'agit de faits d'assassinat, donc c'est les faits les plus graves de notre Code pénal qui sont punis d'une peine de réclusion à perpétuité. Je vais élaborer la fourchette de peine en lui admettant ou non des circonstances atténuantes. Des peines que les avocats de la défense tentent souvent de réduire via ce même recours aux circonstances dites atténuantes. C'est le cas ici, où le minimum légal est demandé. La prison, ça ne va plus. Alors il faut réserver ça aux forts, aux dangereux qu'on ne peut pas laisser circuler. Madame fait partie de cette catégorie. Et j'aurais donc demandé
d'envisager ce que la loi permet, de prononcer une peine de 5 ans avec les conditions probatoires. Eh bien, la Cour se retire avec le jury. Merci de laisser vos GSM. Et nous vous avisons lorsque le verdict sera prononcé. Cette fois, contrairement au débat sur la culpabilité, la Cour prendra part au vote, un vote où les demandes des différentes parties sur la peine n'ont qu'une valeur indicative. Donc le jury et la Cour qui participent à la délibération vont pouvoir mettre moins ou plus. Alors vous allez me dire, oui, mais le jury est sous l'influence des magistrats professionnels, donc les dés sont pipés. Mais absolument pas. Pourquoi ? La loi prévoit que le jury vote d'abord et les magistrats professionnels en dernier lieu. Combien sommes-nous ? 15. Dès l'instant où 8 jurés sont d'accord, c'est fini. Des délibérations sur la peine, aux durées aussi très aléatoires. Mais cette fois pas de marathon en vue, tous les avocats sont rappelés 1 heure à peine après l'entame des débats. Ça peut signifier tout et son contraire. Ça peut dire qu'ils ont été vite d'accord sur un point de vue ou vite d'accord sur un autre point de vue. La rapidité ne signifie qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de longues discussions. Mais à quoi a abouti la discussion qui n'a pas duré longtemps? J'en sais rien, on va le savoir. Pour la dernière fois dans ce procès, le jury prend place dans son box. Face à lui, l'accusé retient son souffle. Asseyez-vous, je vous en prie. Les principaux éléments qui ont conduit à la détermination de la peine dans le chef de l'accusé sont l'extrême gravité des faits qui ont causé la mort d'un l'âge de la victime et son caractère extrêmement vulnérable. La Cour, après en avoir délibéré avec le jury, condamne à une peine de 21 ans de réclusion. La condamne aux frais envers la partie publique liquidée en totalité à la somme de 20 965 € et 34 centimes. Madame, avez-vous compris la teneur de cet arrêt? Pas d'autres réquisitions, monsieur l'avocat général? Vous vous êtes présenté à chaque audience. Et j'ai énormément de respect pour vos avocats. Je sais qu'ils vous diront ce qu'il faut faire. Et pour ces raisons, Monsieur le Président, je ne demanderai pas l'arrestation immédiate de Madame. J'ai dit. Dans son box, une accusée groggy, vainement consolée par ses avocats. Le procureur général, lui, se garde bien de tout triomphalisme et dit éprouver un autre ressenti. C'est un peu le sentiment que j'ai après chaque cour d'assises. Il y a toujours une forme de tristesse par rapport à des faits qui sont terribles, par rapport à des peines qui doivent être exécutées, et par rapport à des êtres humains qui ont été jugés par d'autres êtres humains pour des faits terribles. Et c'est surtout ça qui est triste en fait. Au départ, on se demande comment on pourra juger nous-mêmes de cette personne, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas juristes, donc on n'a aucune idée de ce que représente une peine. Même déjà, s'imaginer 20 ans, 20 ans c'est long, et on ne sait même pas se l'imaginer. Enfin, on sait se le représenter sur une ligne du temps, mais on ne sait pas se l'imaginer. Donc, mais cette responsabilité-là, elle n'est pas endossée sur une seule personne. Il y a 12 jurés, 12 personnes qui vont donner leur avis sur ce qui s'est dit. Et après, si vous n'êtes pas d'accord avec ces 12 personnes-là, rien n'empêche qu'au moment du vote, vous pouvez choisir vous-même. Vous vous êtes senti utile à travers cette participation? Oui. Alors autrefois, je pensais n'être qu'un numéro dans la société.
Et en fin de compte, je me rendais pas tellement compte à quel point on pouvait à certains moments avoir besoin de nous et de faire quand même quelque chose qui était important. Donc oui, de ce côté-là, ça a changé aussi mon point de vue.